Bonjour tout le monde. On commence donc la deuxième table ronde qui va donc nos intervenants, Nicolas Tenzer qui vient de publier d'ailleurs un livre. Je ne dois pas vous le présenter parce que vous le connaissez tous. Donc le livre, j'espère, est en vente. Je n'ai pas vérifié. Notre guerre, le crime et l'oubli. Et Samantha de Bendern, que vous connaissez tous également parce que vous la voyez presque quotidiennement sur LCI, et qui est donc non seulement analyste politique au Royal College de Londres, mais aussi donc consultante de LCI. Je pense qu'il faut qu'on commence vraiment par un bilan très général. Qu'est-ce que, à la fin de cette deuxième année de guerre, qu'est-ce qu'on peut dire d'une part du durcissement de la position russe, parce que la position russe ne cesse de se durcir et la dernière déclaration de Poutine est suffisamment éloquente, et d'un autre côté le durcissement longtemps attendu du côté occidental. Qui va commencer? Bon, allez. On va être machiste, on va faire les femmes en premier. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'aime le dire. Alors, d'abord tout, Galia, merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. Ça fait du bien de voir des êtres humains devant moi et pas des lumières aveuglantes qu'on voit quand on est sur un plateau, parce que parfois on a l'habitude de parler dans le vide. Donc là, je suis ravie d'être ici parmi vous. Bilan de 2 ans de guerre, j'ai longtemps réfléchi à ce que je pourrais dire aujourd'hui, et je crois que je préfère regarder plutôt vers l'avenir et vers où on va. Mais évidemment, pour comprendre où on va, il faut comprendre d'où on vient. Et je vais commencer par une citation du Premier ministre estonien, Kaja Kallas, qui pour moi est une situation qui résume beaucoup de choses, en parlant d'une éventuelle paix. Et elle a dit au mois de décembre, elle a dit « Une paix russe ne voudrait pas dire la fin des souffrances. Nous avons connu ce que c'est qu'une paix russe. La paix russe, c'est encore plus d'atrocités. Et le seul chemin vers la paix est d'éjecter la Russie d'Ukraine. » Alors depuis où nous sommes aujourd'hui, avec la défaite des Ukrainiens à Avdiivka, vraiment encore fraîche dans tous nos souvenirs, ça semble compliqué. Et là, je vais citer quelqu'un d'autre. C'est toujours plus facile de se réfugier derrière les mots des autres que ses propres mots. C'est le président Zelensky à Munich qui a dit les développements sur le front vont influencer les développements à l'intérieur de la Russie, le développement politique en Russie, et les développements politiques vont à leur tour influencer les développements en Ukraine dans une espèce de vase communicant où chacun influence l'autre. Et donc je vais juste m'arrêter quelques petites minutes sur les développements internes à la Russie, qui sont, là encore, ce week-end, enfin vendredi dernier, nous avons eu la nouvelle tragique du décès d'Alexei Navalny. Et pour moi, ces derniers 10 jours, ces dernières 2 semaines, on a vu une accélération d'événements inquiétants. Et ça a commencé, pour moi, avec l'entretien de Tucker Carlson et du président Poutine, qui ont montré vraiment une volonté, et de la part d'une certaine frange des Républicains, que Tucker Carlson, malgré tout, incarne, et le pouvoir russe, de mélanger un petit peu les codes de communication entre la campagne de Trump et la campagne de Poutine. Et si on avait besoin d'un rappel de tout ça, il y a eu quelques jours après les prononcements de Donald Trump qui a rappelé dans une conférence que quand il était président, il avait dit à certains dirigeants européens, si vous ne payez pas, eh bien, j'encouragerai la Russie à faire ce qu'elle veut de vous. Donc c'est quand même important de préciser que c'est une chose que Trump a dit dans le passé. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais il l'a redit, il l'a répété pour que le message passe bien. Et ensuite, très bizarrement, quelques jours après, il y a cet aveu de Poutine dans un entretien dans lequel il dit « Finalement, j'aimerais bien avoir un président Biden à la Maison-Blanche, il est plus expérimenté. » Voilà. À la suite, Trump dit « Finalement, si Biden est réélu, il donnera l'Ukraine à la Russie. » Qu'est-ce qu'on voit dans ces messages qui semblent
extrêmement bien coordonnés. Alors, on ne va pas partir dans les théories complotistes, mais en tout cas, la moindre des choses, c'est qu'il y a un écho entre l'un et l'autre. C'est que tous les deux sont en train de dire, en fait, Biden a un message aux républicains qui seraient inquiets par les prononcements de Trump, qui semblent être un petit peu pro-russes. Là, les deux, Trump et Poutine, font en sorte que les républicains comprennent que Biden est mauvais et ce serait bon pour la Russie, donc mauvais pour les intérêts sécuritaires de l'Amérique. Ensuite, la Russie qui commence à mettre des chefs d'État européens sur des listes de personnes recherchées, comme la première ministre estonienne et d'autres. Et puis, le coup de grâce du décès de Navalny. Alors, est-ce que Navalny est mort suite à ces mauvais traitements? Et le hasard a fait qu'il soit mort le jour de l'ouverture de la conférence de Munich, conférence qui, pour Poutine, symbolise tout ce qu'il déteste, toutes les personnes qui incarnent ce contre quoi il se bat, étaient à Munich ce jour-là. Ou est-ce que c'était justement un décès qui a permis à Poutine de dire au monde entier, eh bien voilà, moi je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, et vous ne pouvez pas m'en empêcher. Et aussi un message, bien sûr, à ses opposants, que si vous vous opposez à moi, eh bien, vous allez vous retrouver dans le même état que Navalny. Tout ça sur le fond des Américains et du Congrès américain qui refuse même de discuter de l'aide de l'Ukraine. Hier, dans Newsweek, il y avait un article très intéressant qui rappelait que Mike Johnson, donc la personne, le speaker de la Chambre du Congrès, a été financé par des intérêts russes en 2018. Un certain Nikolaev, très proche de Poutine, qui a aussi financé Maria Butina, qui aujourd'hui est en prison pour avoir influencé des partis conservateurs aux États-Unis. Donc tout ça, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que tout est lié à ce qui se passe en Ukraine. On est en train de voir un axe, alors je déteste dire des mots aussi simplistes que l'axe du mal, mais pour être courte, je veux dire un axe du mal se concrétiser. Et évidemment, ça influence ce qui se passe en Ukraine. Pourquoi est-ce que Avdiivka est tombé? Eh bien, parce qu'ils n'avaient pas de munitions. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de munitions? Parce que le Congrès américain ne vote pas ces munitions. Et je voudrais vous rappeler dans ce contexte une citation, alors ceux qui m'ont écouté sur LCI l'ont souvent entendu, d'un des anciens conseillers de Poutine, Vladislav Surkov. C'est lui qui est mis en scène, dit-on, dans le célèbre livre Le Mage du Kremlin. Vladislav Surkov, qui en 2019 a écrit, donc c'est pas une rumeur, c'est écrit dans un journal russe, il a écrit on accuse souvent la Russie de s'immiscer dans les contextes électoraux, dans les processus électoraux en Occident. Mais c'est pas ça. Nous nous immisçons dans leur cerveau jusqu'à ce qu'ils ne savent même plus eux-mêmes ce qu'ils pensent. Donc il faut garder ça en tête quand on pense à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et à l'avenir de l'Ukraine. Parce que je vais dire quelque chose de provocateur, un peu plus provocateur que ce que je dis sur le plateau, mais il n'y a pas de victoire possible pour l'Ukraine tant que Poutine est au pouvoir. Tant que Poutine est au pouvoir, il y aura une défaite pour l'Europe et une défaite pour l'Ukraine. Pourquoi? Parce qu'admettons qu'on ait des processus de paix. Admettons que finalement, par un miracle, la Russie se retire. Tant que Poutine sera au pouvoir, eh bien, il continuera à peser comme une menace pour l'Ukraine et pour l'Europe, parce qu'il ne pourra pas supporter quelque défaite que ce soit. Et puis, un Poutine victorieux, eh bien, c'est un Poutine qui pourra se renforcer, se reconstituer et peser une menace pour l'Europe. Alors, qu'est-ce que c'est que cette menace pour l'Europe? Est-ce que ce sont des chars qui vont rentrer dans Berlin, Paris? On n'a pas besoin d'aller jusque-là pour que ce soit une menace pour l'Europe. C'est continuer à s'immiscer dans nos cerveaux, continuer les provocations. Aujourd'hui, les Norvégiens ont rappelé que la Russie, qu'un vice-ministre russe, alors je ne sais plus si c'est un vice-ministre des Affaires étrangères, a commencé à menacer la Norvège parce qu'elle ne répète pas les droits des Russes dans le Spitsberg, juste
Juste petit exemple du genre de provocation qu'il pourrait y avoir. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'une vraie fin de la guerre n'est pas possible tant que Poutine est au pouvoir? Parce que Poutine a besoin de la guerre pour exister. Il a besoin de la guerre pour que son économie commence à montrer un PIB en croissance constante, parce qu'il a besoin de continuer à produire. L'économie russe va s'effondrer si la guerre s'arrête demain. Et là, je vais reciter Zelensky à Munich. Zelensky qui a dit Poutine va soit finir à La Haye, soit finir quand un de ces hommes qui aujourd'hui exécutent les opposants pour lui décideront qu'ils en ont marre de lui. Donc pour Zelensky aussi, il n'y a pas de fin possible à cette guerre tant que Poutine est au pouvoir. Mais admettons que Poutine reste au pouvoir, admettons que Poutine garde des territoires. Dans le meilleur des cas, il va s'arrêter dans un conflit gelé avec les territoires qui sont aujourd'hui occupés. Ou allons un petit peu plus loin dans le scénario des possibles. Imaginons un effondrement de l'Ukraine, une marionnette poutinienne à Kiev. Qu'est-ce que ça voudra dire pour l'Europe? On aura une Europe avec une menace constante à nos portes. On a une Europe dans laquelle Poutine continuera à essayer de nous déstabiliser. Et là encore, quand on pense à la Russie qui veut s'attaquer à l'OTAN, par exemple, on n'a pas besoin de chars à Paris. On a juste besoin peut-être de Russes en Estonie ou en Lettonie qui décident que leurs droits sont bafoués, leurs droits linguistiques sont bafoués et que la Russie doit venir à leur secours. Donc, la paix en Europe ne peut que passer par une aide continue à l'Ukraine. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas l'alternative de se dire on arrête la guerre en Ukraine, on se referme sur nous-mêmes. Nous sommes un continent. Et là encore, je ne peux que exhorter tous ceux qui ont la chance de pouvoir voter dans les élections européennes cette année, aller voter pour des partis qui vont faire en sorte que l'Europe continue à exister. Malheureusement, j'ai perdu ce droit. J'aimerais beaucoup vous parler de l'ingérence russe dans le Brexit, mais ce sera pour un autre jour. Ne le perdez pas, parce que c'est précieux, c'est utile, et c'est aussi une force pour la paix. Et entre autres, ça va aider l'Ukraine à gagner cette guerre. Merci. Merci. Alors, j'essaierai de répondre directement à la question de Galia, et je rebondirai sur certains points que Samantha a évoqués. Et je commencerai aussi par citer le président Zelensky à la conférence de sécurité de Munich, qui disait « Ne vous demandez pas quand est-ce que la guerre finira, demandez-vous pourquoi Poutine, aujourd'hui, a toujours les moyens de faire la guerre à l'Ukraine. » Je crois que cette force-là, cette phrase-là, résume très profondément là où nous en sommes aujourd'hui après 10 ans de guerre. Non pas 2 ans d'une guerre totale, mais il faut le répéter toujours, 10 ans de guerre. La guerre de la Russie contre l'Ukraine est devenue totale à partir du 24 février 2022, mais c'est une guerre qui auparavant avait déjà fait 14 000 morts et qui avait déjà commencé, malgré tout, à montrer la véritable nature du régime de Poutine. En fait, non. Ce régime, nous le connaissions bien. Depuis 1999, avec la guerre en Tchétchénie, on la connaissait, cette Russie-là, avec l'invasion de la Géorgie, dont 20% du territoire reste toujours capturé, avec bien sûr la guerre en Syrie, où je le répète toujours, rien qu'en Syrie, et rien que les troupes russes elles-mêmes ont tué plus de civils que même Daesh. Je ne parle pas bien sûr des crimes d'Assad et de l'Iran, etc. Donc aujourd'hui, nous en sommes à cette 10e année de guerre, et ce sont en fait 10 années, ou en tout cas pour les 2 dernières, 2 années, qui n'auraient dû jamais exister. Si nous avions été sérieux dès le début, nous aurions pu au moins
dès les premiers jours qui ont suivi le 24 février, arrêter cette guerre. Oui, nous l'aurions pu. Je pense que nous l'aurions dû. Et ça aurait permis d'éviter, en Ukraine, des centaines de milliers de morts. Parce que c'est ça, le vrai bilan, on ne le connaît pas exactement, hein, bien sûr, on ne le connaîtra qu'après la fin de la guerre de manière exacte. Mais la première réalité dont je voudrais parler, ce sont les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide et crimes d'agression, oui, les 4 catégories toutes documentées de crimes qui ont été commis par la Russie de Poutine. Et derrière, effectivement, ces visages des femmes, des enfants, des hommes, doivent nous hanter et nous renvoient à ce que j'appelle notre propre culpabilité. Non pas responsabilité seulement, mais culpabilité. Et puisque, sur le plan intérieur, on reparle de manière dramatique du meurtre de Navalny, je dis bien du meurtre, oui, il s'agit d'un meurtre. Il faut quand même rappeler tous les autres. Celui d'Anna Politkovskaya, de Natalia Estimirova, d'Anastasia Baburova, de Stanislas Markelov, de Sergei Magnitsky, de Boris Nemtsov et de tant d'autres. Comme si tout à coup on découvrait que, ah là là, mais Poutine assassine. Il assassine ses propres dissidents et il assassine les autres. Donc pour dire où est-ce que nous en sommes après effectivement 10 ans ou 2 ans de guerre, nous en sommes à un moment où Poutine a toujours la liberté, un chèque en blanc, que nous lui avons donné pour poursuivre ses forfaits. Et je crois que nous devons dire la réalité et les choses telles qu'elles sont. Nous pouvons aujourd'hui nous réjouir, certes, du fait que nous ayons ces accords de sécurité dont il a été question lors de la table ronde précédente entre la France et le Royaume-Uni, l'Ukraine et le Royaume-Uni, l'Ukraine et la France, l'Ukraine et l'Allemagne, d'autres suivront. Nous pouvons nous réjouir de la prise de conscience, enfin, de la part d'un certain nombre de dirigeants, qu'il s'agisse du chancelier Olaf Scholz, du président Emmanuel Macron et d'autres. Nous pouvons nous réjouir des perspectives annoncées par Ursula von der Leyen aussi de créer un jour un commissaire européen à la défense, de monter dans la production d'armes. Mais la réalité est, et on n'a pas uniquement besoin d'invoquer, on parlera peut-être encore tout à l'heure, le retour possible d'un Trump à la Maison-Blanche, on n'a pas besoin d'évoquer non plus l'extraordinaire pusillanimité, pour ne pas dire plus, de l'administration Biden. Certes, si les États-Unis n'avaient pas, à côté de l'Europe, fourni toutes les armes qu'elle a effectivement transférées à l'Ukraine, l'Ukraine peut-être aujourd'hui n'existerait plus, certes. Mais ces moyens, d'abord ils ont été, nous le savons très bien, d'où cette culpabilité en termes de vies humaines, délivrés au compte-gouttes, progressivement, mais aussi l'ensemble des armes possibles que les États-Unis pouvaient livrer n'ont pas été données. Regardez par exemple, juste quelques exemples, les ATACMS, vous savez, les missiles à longue portée américains, il semblerait qu'une vingtaine aient été livrés à l'Ukraine, alors que tous les experts américains disent que 300 auraient pu aisément être fournis à l'Ukraine, et ça n'a rien à voir avec l'obstruction des républicains trumpiens actuels. Ils auraient pu être donnés à l'Ukraine sans aucun problème. Enfin, semble-t-il, des F-16 américains vont être donnés à Kiev, mais ce sont des F-16 américains qui sont en la possession d'autres pays, notamment les Pays-Bas. Les États-Unis eux-mêmes n'ont pas donné une partie de le F-16. Vous savez très bien aussi, je ne vais pas raconter toute l'histoire, que les Taurus allemands n'ont pas été donnés, qu'il se trouve que j'étais au sommet de Vilnius les 11 et 12 juillet dernier, au sommet de l'OTAN, et on a très bien vu combien les Allemands et les Américains se sont opposés
à donner tout signal concret avec une date à l'Ukraine pour l'adhésion à l'OTAN. Et je me rappellerai toujours, je vais en dire juste un mot rapide, une discussion que nous avons eue il y a quelques-uns avec Jake Sullivan, le conseiller national de sécurité. La discussion a été filmée, donc je peux en parler facilement. Où Jake Sullivan disait que sa grande hantise était celle d'une guerre entre l'OTAN et la Russie. Un récit qui vient directement de la propagande russe. Directement. Et donc on a des personnes que je ne soupçonne absolument pas d'être complices de la Russie, d'être achetées par la Russie. Non, bien sûr, il n'en est pas question. Mais qui, comme d'ailleurs par le passé d'autres dirigeants, y compris français, ont été malgré eux influencés par la propagande douce de la Russie. J'ai eu l'occasion de parler dans un article pour Desk Russie, il y a un certain temps déjà, bien avant le 24 février 2022. Et vous avez ces récits qui aujourd'hui ont été faits pour nous dissuader. Regardez même encore un certain nombre de paroles d'officiels français, bien ou mieux intentionnés, en tout cas vis-à-vis de l'Ukraine qu'ils ne le furent, et qui disent aujourd'hui nous devons éviter que la Russie gagne. Pourquoi cette négation ou cette double négation? Pourquoi ne pas dire simplement que notre but de guerre est que l'Ukraine gagne et que la Russie soit défaite? Et je crois qu'il y a un certain moment, et ce que disent d'ailleurs très clairement Kaja Kallas, que Samantha évoquait tout à l'heure, Gabrielus Landsbergis, Donald Tusk et un certain nombre d'autres responsables, ou le général président Pavel, dans certains de ces pays qui connaissent effectivement la réalité et qui disent qu'à un certain moment, nous ne pouvons pas rester au milieu du gué. Dernier point pour terminer rapidement, pour ne pas être trop long. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui sur le point où nous en sommes? Nous sommes effectivement à mi-chemin. Nous sommes au milieu du gué. Nous faisons tout comme, et je rebondis sur la phrase du président Zelensky que j'ai citée tout au début, comme si nous n'étions pas totalement résolus à aller jusqu'au bout. Concrètement, je pourrais donner, sans vouloir empiéter sur la table ronde d'avant, un certain nombre d'éléments. Je pense que nous, non seulement nous Français, nous Européens, je ne parle pas des Américains, bien sûr, encore plus s'ils parviennent à surmonter le blocage actuel, nous pourrions donner beaucoup plus. Pour ne prendre qu'un seul exemple, puisque c'est un sujet qui a été beaucoup évoqué, notamment depuis la parole du président Macron à Eurosatory le 13 juin 2022, où il parlait de l'économie de guerre, et il disait « je souhaiterais que les pays européens, il ne parlait pas uniquement de la France, entrent en économie de guerre ». Or, la réalité, c'est que nous ne sommes pas en économie de guerre. Pour tous les spécialistes militaires, l'économie de guerre, si vous voyez ce que ça voulait dire, et on voit très bien ce que ça pouvait pu vouloir dire, notamment, je pense, aux États-Unis après 1941, c'est quand même quelque chose de complètement différent. Mais ça suppose aussi, par rapport à quelque chose qui a été très bien évoqué tout à l'heure, sur aussi l'état des opinions, d'abord que je crains beaucoup plus la fatigue des dirigeants que celle de l'opinion, mais que si l'on ne parle pas tous les jours, je dis bien tous les jours, et le 11, ce sont les autorités politiques, ça dépend des gouvernements, des présidents, des premiers ministres des pays européens, si l'on ne parle pas tous les jours de ce qu'est véritablement l'enjeu, sur le fait que ce que nous vivons en Europe aujourd'hui va être un type de décision qui va être, mutatis mutandis, l'équivalent d'un moment 1945. C'est-à-dire, est-ce que nous voulons un 1945 qui, dans le contexte présent, ressemble à ce qu'il fut, ou est-ce que nous imaginons un moment 1945 qui serait l'inverse de ce qu'il fut? Je crois que c'est ça, la ligne de fracture. C'est-à-dire que nous sommes dans un jeu à somme nulle. Nous ne sommes pas dans une solution à moitié. Nous sommes effectivement à un moment où soit nous gagnons, soit nous perdons. Ce n'est pas quelque chose comme une demi-défaite, une demi-victoire. Parce que la demi-défaite, qui serait encore une défaite totale, cela signifierait que la Russie continuerait
continuerait à attaquer non seulement l'Ukraine, même s'il y avait une sorte d'accord de paix pendant quelques années, il reprendrait, continuerait à attaquer l'Europe, et continuerait ses crimes sans fin en Géorgie, au Bélarus, où elle soutient le dictateur Loukachenko, en Syrie, avec les risques aussi pour la Moldavie, évidemment les attaques, on le sait, dans différents pays d'Afrique, le soutien à la junte birmane, et toutes les actions à Cuba, Nicaragua, au Venezuela, etc. Donc nous devons avoir, je crois, cette grande vue, cette vue à longue portée, et je crois que nous devons définir des objectifs et avoir vraiment cette stratégie de long terme pour défaire la Russie, qui sera aussi une stratégie de long terme peut-être pour qu'un jour la Russie ait une chance, certaines aujourd'hui, de devenir libre. Mais si nous ne gardons pas des pressions de long terme, y compris par toutes les sanctions possibles, et le respect de l'engagement que nous avons pris de punir tous les crimes, c'est-à-dire tous les criminels, eh bien dans ce cas-là, je pense que le lendemain sera extraordinairement sombre. Merci. Merci Nicolas, merci Samantha pour ce premier échange. Je voulais peut-être un tout petit peu réagir et ensuite poser la question suivante. En effet, ce que Samantha a dit, tant que Poutine est au pouvoir, nous n'allons pas gagner cette guerre, l'Ukraine ne va pas gagner cette guerre, mais le problème de Poutine, c'est que Poutine est une sorte d'avatar du cerveau collectif du KGB. Et vous savez, il y a quelques mois, il y a eu une rumeur qui a couru sur les réseaux sociaux russes, comme quoi Poutine était mort, que son corps était congelé dans un frigo à sa datcha, etc. Bon, on ne va pas analyser cette rumeur en soi. Et donc, la rumeur disait que c'était maintenant non plus le Poutine lui-même, mais son sosie, et que derrière tout se trouvait Nikolai Patrushev, qui est donc président du Conseil de sécurité et ancien président du FSB, alias KGB. Et j'ai été frappée alors par une pensée très simple, que finalement, la mort présumée de Poutine ne change rien, parce que ce sont finalement les mêmes, in fine, qui restent aux commandes. Et si vous comparez par exemple ce que dit Poutine avec ce que dit l'ancien soi-disant libéral Medvedev, ou ce que dit Patrushev, dont on a analysé les écrits, c'est du pareil au même. C'est-à-dire que avec le retour du FSB et autres services secrets, mais en premier lieu le KGB, FSB, aux commandes, nous avons une sorte de nouvelle idéologie et une nouvelle obsession. L'obsession est la reconquête de l'Europe, de l'influence partout dans le monde. Et pour cela, l'Ukraine est un élément indispensable. Tant que l'Ukraine n'est pas conquise, cet objectif plus large ne peut pas être réalisé. Et donc, ma question, elle est la suivante. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Quels sont les... ou peut-être nous ne pouvons rien faire, je n'en sais rien. Mais en tout cas, quels seraient les éléments qui pourraient produire vraiment le changement en Russie? Est-ce que c'est la défaite militaire que malheureusement nous ne pouvons pas espérer rapidement? Est-ce que c'est encore le durcissement des sanctions? Est-ce que c'est rendre la vie aux Russes en quelque sorte impossible? Vous voyez, on a déjà 13 paquets de sanctions contre la Russie, mais comme la Russie profite très largement des complicités dans les pays du monde en développement, y compris certains de ses voisins, c'est relativement facile de contourner ces sanctions, en tout cas en partie, elles sont contournées. Est-ce que nous ne devons pas exiger notamment de nos gouvernements
pour qu'on accroît de façon très sensible l'appareil qui est censé assurer le respect de ces sanctions, parce que les sanctions sont très multiples, mais il y a très peu de contrôleurs, et donc c'est très facilement contourné. Bref, qu'est-ce qu'il faut faire en Europe, aux États-Unis, pour finalement non seulement que Poutine disparaisse, mais que ce système Poutine disparaisse? Alors, je n'ai pas la réponse, malheureusement, mais je peux vous donner des éléments de réponse. Vous avez parlé des sanctions, Galia, et ça, c'est vraiment très intéressant. Alors d'abord, est-ce que les sanctions fonctionnent? On regarde l'Iran, non. On regarde l'Afrique du Sud, oui. Donc, tout dépend comment ces sanctions sont appliquées et si elles sont appuyées d'autres mesures. Mais juste quelques chiffres sur les sanctions. Les exportations de l'Union européenne vers les pays voisins de la Russie ont augmenté de façon considérable depuis le début de la guerre. Quelques chiffres. Vers le Kyrgyzstan, vous savez tous où est le Kyrgyzstan, j'espère. Vous avez tous être conscients des grandes exportations de la France vers le Kyrgyzstan. L'Union européenne a augmenté de 345% cette exportation vers le Kyrgyzstan. Donc je pense qu'ils mangent beaucoup de camembert au Kyrgyzstan en ce moment. 165% en Arménie, 130% au Ouzbékistan, 58% vers la Géorgie, 23% vers la Turquie. Qu'est-ce que sont les éléments qui sont exportés vers ces pays? Alors, je n'ai pas la réponse. Je peux vous dire qu'en parlant, par exemple, à des Ukrainiens qui examinent les drones, qui examinent les missiles russes qui tombent en Ukraine, eh bien, il y a énormément de composants électroniques européens et puis, bien sûr, américains. Donc ça, c'est une chose. Pourquoi est-ce que les entreprises européennes continuent à exporter vers ces pays? Parce qu'il n'y a pas l'internalisation de la compréhension de la menace vers laquelle nous sommes confrontés et du besoin de vraiment, en effet, isoler économiquement la Russie. Donc ça, c'est juste une petite note sur les sanctions. Sans parler du fait que les Américains ont augmenté leurs importations d'uranium depuis la Russie pour faire fonctionner leurs centrales nucléaires. Donc il y a aussi un besoin dans le monde occidental de s'affranchir de l'uranium russe qui continue à être très important pour l'industrie nucléaire dans le monde entier. Ensuite, eh bien, il faut évidemment encourager la défaite de la Russie sur le terrain militaire. Ça passe par aider l'Ukraine, ça passe par d'abord commencer à faire que toutes les armes promises, comme Nicolas l'a dit, arrivent sur le terrain, et puis décider, les dirigeants occidentaux doivent décider dans leur tête qu'ils ont vraiment envie que l'Ukraine puisse gagner cette guerre. Gagner cette guerre, ça veut dire reprendre les territoires retrouver son intégrité territoriale de 1991. Et là, une des erreurs fondamentales de l'Occident, à mon avis, vis-à-vis de l'Ukraine, c'est qu'elle a toujours dit oui mais non et non mais oui. Et là, je vous donne l'exemple de 2008, c'est cette fameuse année quand l'OTAN a dit qu'un jour, éventuellement, l'Ukraine et la Géorgie rejoindront l'OTAN. C'est comme dire à une femme, elle dit, écoute, un jour on se fiancera, et puis si tu es sage, on se fiance, et puis si tu es vraiment très sage, on se marie. Mais c'est un jour dans l'avenir lointain, et puis s'étonner que d'autres hommes viennent la chercher. C'est exactement la même chose. C'est que l'Occident a toujours eu peur d'ouvrir ses portes à l'Ukraine, parce que l'Occident a toujours dit ça va fâcher la Russie. Je pense que certains d'entre vous doivent savoir que j'ai travaillé pendant un temps à l'OTAN. Un de mes postes, c'était officier politique OTAN-Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était que je faisais partie des négociations entre l'OTAN et l'Ukraine pour savoir si un jour, oui ou non, l'Ukraine entrerait dans l'OTAN et en attendant quel genre de partenariat l'Ukraine aurait avec l'OTAN. Et à chaque réunion, quand on me voyait venir, surtout les Américains, les Britanniques disaient « Oh mon Dieu, elle vient encore Samantha nous parler de son Ukraine. » Finalement, l'Ukraine, c'est pas l'Ukraine qui nous intéresse, c'est la Russie. La priorité a toujours été la relation avec la Russie, faire en sorte que la Russie soit contente, faire en sorte que la Russie soit comprise, faire en sorte qu'on fasse tout pour ne pas fâcher la Russie. Et le compromis qui a été trouvé en 2008 vis-à-vis de l'Ukraine, ces mots qui ne voulaient rien dire, c'était la pire de toutes les solutions. Et là, encore, je vais peut-être vous choquer en disant ça, mais l'Occident aurait dû décider de soit
Se dire, bon, l'Ukraine, ça appartient à la Russie, on s'en lave les mains, tant pis, on refait un mur, on refait une Pax Europa, on vit avec ça, mais on oublie cette Ukraine. Ou bien alors dire, bon, on la prend dans notre... on lui étend notre sécurité. Mais faire un espèce de bidouillage qui ne voulait rien dire, mais qui était suffisamment fort pour énerver les Russes, et c'est la pire de toutes les solutions. Et c'est ce que l'Occident fait depuis le début. On va aider un peu, mais oui, mais il ne faut pas que ce soit l'escalade, il ne faut surtout pas que l'Ukraine utilise nos armes pour énerver les Russes. Les armes occidentales tuent aujourd'hui des hommes russes en Ukraine. Il faut l'assumer, c'est tragique. Je suis russophone, russophile, j'ai passé beaucoup de temps en Russie, je suis désespérée par ce qui se passe en Russie, et chaque mort russe, pour moi, vaut autant qu'un mort ukrainien. C'est tragique pour tout le monde. C'est tragique pour ces hommes et ces femmes qui meurent sur le champ de bataille. Mais si nous en sommes là aujourd'hui, et je répète ce qu'a dit Nicolas, c'est que l'Europe, les États-Unis, n'ont jamais su ce qu'ils voulaient faire avec l'Ukraine. Et oui, je pense que si l'Europe s'était dit en 2008, et l'OTAN avait dit l'Ukraine, on la laisse à la Russie, bien cette guerre n'aurait pas eu lieu. La pire des choses qui a été faite, c'est d'aller à moitié. Et donc nous en sommes aujourd'hui, surtout à cause de notre manque de vision, de notre manque de décision. Ensuite, il y a le domaine de l'information. La Russie nous bombarde avec l'information et de la désinformation. Alors, certains ont évoqué, surtout sur les plateaux de télé, qu'il faudrait peut-être que l'Europe commence à envoyer de la désinformation vers la Russie. Non, on n'a pas besoin de désinformation. Mais il faut trouver les moyens de pénétrer la Russie avec de l'information sur ce qui se passe en Europe, sur ce qui se passe en Ukraine, sur ce qui se passe aux États-Unis et sur ce qui se passe en Russie. Aider tous ces médias dissidents qui essayent d'informer les Russes. Et puis dernière chose, et là je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi, mais il faut ouvrir nos portes aux Russes qui veulent l'asile politique en Europe, au lieu d'en faire des parias. Voilà, c'est mon idée. Je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ça, mais pour moi, je trouve que nous devons aussi comprendre qu'il y a des réfugiés politiques russes qui sont sincères, qui ne sont pas tous des transfuges du KGB, même si, enfin, du FSB ou du SVR ou du GRU, même s'il faut faire attention. Il ne faut pas faire un paria de ceux qui pourraient être nos alliés. Voilà. Petite... Merci, je vais essayer de compléter, peut-être avec sur 3 points pour répondre effectivement à la stratégie de Gaïa, comment faire effectivement pour qu'un jour il y ait effectivement un espoir de changement en Russie et pas non pas cette espèce de permanence de cette caste criminelle. C'est comme ça la réalité, parce qu'on a d'abord une caste mafieuse dont le chef, Poutine, est une sorte de mélange de Ben Laden, de Bahar Bazadi et de Totorina. Premier point sur les sanctions. Je pense effectivement que nous ne sommes absolument pas sérieux sur les sanctions. Nous en sommes au 14e paquet, c'est très bien, mais en matière de contrôle des sanctions, effectivement, rien ne va. Rien ne va. Que deuxièmement, il y a quand même un certain nombre d'entreprises, y compris européennes, qui d'abord continuent à travailler en Russie. Et je reprends là-dessus les propositions de Kallas, qui disait maintenant il faut que je sois embargo. Fini. On arrête tout. On arrête le corps. Nous sommes devant une guerre totale, une guerre radicale. Il faut des solutions radicales. Il faut arrêter de se bercer de mots. Je trouve aussi scandaleux qu'il y en ait un certain nombre de pays européens, et nous en sommes, qui continuent à importer un certain nombre de biens russes. Les matières nucléaires ont été évoquées très justement par Samantha tout à l'heure. Je rajouterai le gaz naturel liquéfié. Vous avez une grande entreprise française bien connue, qui est contestée aussi souvent pour d'autres raisons environnementales, mais qui continue à avoir une part importante dans une entreprise russe, voilà, et très active maintenant dans la production de LNG. Je rappellerai aussi que l'année dernière, une grande banque autrichienne, Raiffeisen, a effectué la moitié de ses profits en Russie, etc., etc. Sur les sanctions toujours, nous n'avons pas, dans le cadre de l'Union européenne,
mis en place, pour des raisons historiques, parce que certaines de nos entreprises ont été heurtées par les sanctions de ce type américaines, etc., mis en place un régime de sanctions extra-territoriales. C'est totalement déterminant, concrètement, c'est-à-dire viser aussi les pays tiers qui continuent de commercer avec la Russie pour leur envoyer non seulement des armes, ces pays sont en général plus ou moins sous sanctions, Corée du Nord, Iran, etc., mais aussi un certain nombre de composants continuent d'avoir, je pense aux Émirats, des transactions financières avec la Russie. Là aussi, soyons totalement, vraiment sérieux, sans parler d'un débat sur lequel je ne vais pas rentrer maintenant, mais pour lequel je plaide depuis longtemps avec beaucoup d'autres, nous devons totalement saisir les avoirs gelés, plus de 300 milliards, de la Banque centrale russe. Il faut arrêter, je ne vais pas vous raconter des conversations confidentielles avec certains dans l'administration française, je vous dirais pas qui il y a un certain temps, il y a un an, alors que je me souviens d'un déjeuner avec cette personne, et Sergueï Georgiev était aussi avec moi, on dit oh là là, mais c'est dangereux, est-ce que légalement il n'y a pas des risques, etc. Non, on est dans un truc sans précédent. Et tous les arguments juridiques, je les ai un peu travaillés, je ne vais pas rentrer dans le détail, ne tiennent absolument pas. Première donc réflexion, sanction. Deuxième réflexion, l'avenir de la Russie, proprement dit, à long terme. Bon, je fais un long chapitre justement de mon livre Notre guerre là-dessus. Je pense que nous devons, maintenir jusqu'au bout les sanctions. Jusqu'au bout. C'est-à-dire que jusqu'à ce que les réparations n'ont pas été intégralement payées, la guerre continue en Géorgie, en Ukraine, en Syrie, la mainmise sur le Bélarus, etc., les actions en Afrique que l'on connaît, que j'ai évoquées tout à l'heure. Nous devons maintenir tout cela. Tant que les crimes n'ont pas été jugés, tant que les enfants, crimes de génocide, en vertu de la Convention du 9 décembre 1948, ne sont pas revenus, je veux dire, il y a des conditions, et ça prendra du temps. Et c'est la seule manière, avec un arsenal complet de sanctions, plus des actions d'information, je suis entièrement d'accord, à destination de la population russe, nous devons aller jusqu'au bout. Et là, peut-être, je dis bien peut-être, il y aura un espoir de changement. Mais ces histoires sur la question de l'information, en particulier vis-à-vis de la Russie, j'insiste sur une chose. Il faut absolument que dans l'esprit de chaque citoyen russe, il y ait une conscience qui vienne, ça prendra des décennies, de leur culpabilité morale. Je ne parle pas de la culpabilité judiciaire qui appartient aux exécutants et aux commanditaires, mais de la culpabilité morale. Au même titre que qu'il y avait une culpabilité morale qui a été inculquée aux Allemands, pour reprendre aussi le terme de Karl Jaspers, je dirais après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est à ce moment-là où chaque Russe se sentira effectivement coupable, honteux, hanté par les crimes qui ont été commis en son nom, qu'il y aura peut-être un espoir de rédemption et qu'il y aura sur la place Rouge et dans d'autres villes russes des petits monuments aux victimes de Mariupol, aux victimes de Boutcha, aux victimes d'Izium, en même temps, évidemment, qu'à tous ceux qui ont été tués par le régime stalinien qui est aujourd'hui réhabilité en Russie, comme tout le monde sait. C'est ça aussi qui est important. Et ça suppose aussi de revoir l'ensemble des manuels scolaires. Enfin, il y a tout ce travail, effectivement, je ne vais pas le détailler, on n'a pas le temps maintenant. Troisième point, et je terminerai là-dessus, c'est à nous aussi, pays occidentaux et notamment européens, et notamment la France, d'être sérieux vis-à-vis des actions de propagande sur notre sol. Nous ne sommes pas sérieux. Nous ne sommes pas sérieux. Pourquoi est-ce que le centre culturel orthodoxe russe à Paris, qui est Branly, avec sa coupole qui abrite peut-être des choses mystérieuses, est-il toujours ouvert? Pourquoi est-ce que l'ancien ambassadeur Orlov est-il toujours là? Il continue à diffuser sa propagande. Pourquoi est-ce que nous avons encore autant de monde dont on peut deviner l'utilisation à l'ambassade russe en France? Pourquoi est-ce que, last but not least, si j'ose dire, un certain nombre de personnes dont on peut fortement soupçonner qu'elles aient diffusé de la propagande russe et continuent à le faire pour des raisons intéressées? Je ne parle pas pour des raisons de conviction idéologique qui appartiennent évidemment à la liberté de parole et de pensée. Mais pour des raisons intéressées, pourquoi est-ce que un certain nombre de ces personnes ne sont pas aujourd'hui sous une investigation stricte? Pourquoi
pourquoi, enfin, un certain nombre de mesures législatives, j'en avais proposé quelques-unes, j'en ai prises aussi dans le livre, mais je les avais évoquées très longuement, notamment lorsque j'ai été auditionné devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les ingérences étrangères, pourquoi un certain nombre, effectivement, de mesures de loi ne permettent pas de mieux traquer tous ceux qui agissent comme agents de l'étranger et font la propagande de l'ennemi, parce qu'il faut parler d'ennemi. Il y a des choses très concrètes à faire. Et c'est pour ça que je dis aussi, et je disais que nous étions au milieu du gué aussi en matière de défense, mais nous sommes aussi au milieu du gué en matière de lutte contre la propagande active. Merci. Irina, est-ce que j'ai le temps de poser encore une troisième question ou il faut passer aux questions de la salle? Je ne sais pas où elle est, Irina. Elle n'est même pas là. Bon, alors j'ai envie quand même de poser encore une question. Tant pis, on va faire une pause café un peu plus serrée. C'est la question suivante. Vous avez tous entendu le dernier discours de Macron, très bref, à l'occasion de la conférence de presse avec Zelensky. Personnellement, je n'ai jamais entendu ces accents auparavant, parce que Macron, on se souvient, il a essayé au début de enfin juste avant la guerre, d'aller causer avec Poutine, essayer de le convaincre. Bien sûr, maintenant, on comprend que tout ça est totalement dérisoire. Poutine, en quelque sorte, encore une fois, c'est une sorte d'esprit collectif du FSB, c'est même pas un être humain. Les émotions n'ont pas prise sur lui. Il a été formé comme un officier du KGB, et cela veut tout dire. Mais pour la première fois, j'ai entendu les accents qui, pour moi, auguraient la possibilité d'une guerre sur le sol européen. Est-ce que c'est mon fantasme ou vous l'avez senti aussi? Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a aussi des analyses persistantes, par exemple, des pays baltes qui pensent d'une invasion possible. Alors, moi je ne pense pas que c'est un fantasme. À titre anecdotique, j'ai un ami lituanien qui m'a appelé hier matin. C'est un ancien ministre de la Défense lituanien. Il m'a dit « Samantha, j'aimerais que tu m'expliques comment marchent les impôts quand on achète de l'immobilier en France. » Alors j'ai dit « Tu m'appelles un dimanche matin pour un conseil fiscal, qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Non, j'ai envie de m'acheter une maison en France, j'ai 4 enfants, je viens d'avoir un petit-fils, je veux mettre ma famille en sécurité. » Je lui ai dit « Non mais ça va là, tu as bien bu samedi soir ?» Il dit « Non, je suis très inquiet. » Donc on a commencé à parler. Il m'a dit « Mais c'est pas dans 5 ans qu'on va avoir un souci. Moi, je suis inquiet pour ce qui va se passer après novembre 2024. » Alors c'est une anecdote, mais elle est aussi recoupée par des discussions beaucoup plus sérieuses que j'ai eues et des choses que j'ai lues. Et en effet, Galia, vous avez raison, les Estoniens, les Polonais, les Allemands, les Britanniques, tous commencent à parler, les Danois, j'ai oublié les Danois et les Français maintenant. Et les Français maintenant parlent d'une potentielle menace. Pourquoi? Alors j'en ai parlé avec des gens qui sont bien mieux informés que moi, et je dis, est-ce que vous avez des infos? Qu'est-ce que vous pensez? Alors, tout le monde me dit, non, on ne sait rien, mais si tous ces chefs d'État, tous ces premiers ministres, tous ces chefs des services de renseignement de pays qui sont extrêmement bien renseignés, parlent d'une peur, d'une menace physique en Europe, c'est qu'ils savent quelque chose. Je ne sais pas ce qu'ils savent, mais ils ont peut-être vent d'une volonté. Et la volonté, ça ne veut pas dire qu'elle va être exaucée. Toutes nos volontés ne sont malheureusement pas exaucées. Mais il semblerait que toutes ces chancelleries ont une information qui suggère qu'en effet la Russie a des ambitions. Et juste à titre, là encore, anecdotique, mais très significatif, le Danemark a bien annoncé qu'ils vont donner tous leurs obus 155 mm à l'Ukraine. Tous. C'est comme ça qu'a fait l'Estonie, c'est comme ce qu'a fait la Lituanie quand ils ont donné, pardon, les Estoniens ont donné tous leurs javelins anti-chars à l'Ukraine. C'est pas par amour pour l'Ukraine qu'ils font ça. C'est pour aider l'Ukraine à empêcher un ennemi qu'ils sentent pourrait vouloir s'attaquer à eux s'ils ne sont pas arrêtés en Ukraine. Voilà le sentiment que j'ai. Je n'ai aucune information concrète,
mais c'est en rajoutant plusieurs choses côte à côte. Et là, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je sens une espèce de panique entre certaines branches des républicains aux États-Unis et la Russie. Et moi, ce qui me fait très peur, c'est l'idée d'une Amérique qui ferait une alliance, pas forcément une alliance ouverte, mais une alliance couverte avec la Russie, aux dépens de l'Europe. Merci. Merci. Alors, sur le sentiment qu'a exprimé Galia tout à l'heure, oui, j'ai rarement vu effectivement Emmanuel Macron aussi grave en public. En privé depuis quelque temps. En public, c'est vraiment assez exceptionnel. C'était aussi très intéressant de voir que pour la première fois, à ma connaissance, sous erreur de ma part, il n'a pas parlé de la Russie, mais il a parlé du régime russe, ce qui est la bonne appellation. Donc, je suis plutôt content qu'il dise cela. Toutes les discussions que j'ai pu avoir, là aussi sans en faire état de manière précise, je ne peux pas, montrent qu'il y a effectivement, du côté des responsables de la défense et des affaires étrangères, une inquiétude grandissante. Et le sentiment qu'ils ont enfin compris que le fait de n'avoir pas arrêté la guerre le 24 février, ça ne veut pas dire que si c'était à refaire, ils le feraient. Ça, c'est aussi la limite. C'est que ils s'aperçoivent que c'était vraiment le moment le plus opportun où nous pouvons faire quelque chose. Je vois mon ami Jacques qui me fait signe, il n'est pas tout à fait. Oui, c'est-à-dire pas tout à fait. Ça dépend des milieux. Ça dépend des milieux. Dans certains milieux, je ne peux pas citer, mais je peux dire qu'il y a une vraie inquiétude. Que cela se transforme en action, là, je n'en suis pas non plus complètement certain. C'est-à-dire que ce que j'évoquais tout à l'heure, je ne vais pas y revenir, ça ne veut pas dire qu'au-delà de cette prise de conscience, on soit à ce moment où véritablement les dirigeants européens, sauf ceux des États baltes, de Pologne, de République tchèque, ou des pays nordiques, c'était très bien de faire allusion à la déclaration de Mette Frederiksen, la première ministre danoise, qui disait très clairement, effectivement, que la ligne de front véritable, elle est aujourd'hui en Ukraine. Mais si la ligne de front est en Ukraine, c'est parce que nous n'avons pas voulu, effectivement, à un certain moment, la considérer comme telle et agir en conséquence. Hein. J'étais un des rares à prôner une intervention ouverte le 24 février. Je trouvais bien seul. Tenez, j'ai entendu à ce moment-là. On a cette prise de conscience, mais ça crée une sorte de vertige. C'est-à-dire que les dirigeants européens n'ont pas l'habitude de penser sur l'horizon de la radicalité. Parce que, tout simplement, ils n'ont pas dans leur cerveau, dans leur intériorité, je développe beaucoup ailleurs, conçu ce qu'était la radicalité du mal. Et ils sont toujours restés dans une sorte de relativité par rapport au mal absolu, par rapport à la perspective d'une destruction absolue. Ils n'ont pas intériorisé, là aussi, je me rappelle les critiques, chaque fois que d'autres ou moi comparions à certains égards, quitte à faire des différences, Poutine et Hitler, le régime hitlérien et le régime poutinien, oh, vous exagérez, mais non, c'est pas la même chose. Rien n'est la même chose historiquement, c'est pas la répétition. Mais il y a cette analogie si forte, sans laquelle on ne comprend rien, et sans laquelle on ne se met pas en place à dire. Donc je crois qu'il y a cette conscience. Moi, l'inquiétude que j'ai, c'est que si cette conscience ou cette connaissance partielle reste, selon les termes qu'utilisait Jean-François Revel, une connaissance inutile, eh bien, ça n'augure pas nécessairement quelque chose de très positif non plus. Ben, merci beaucoup. Vous voyez, ce n'était pas la langue de bois, ce que vous avez entendu. Et maintenant, place à vos questions. Je vois qu'Irina n'est toujours pas là. Ah si, voilà. Si. Ah, elle est là. Donc, elle pourra nous aider. La maîtresse des horloges. La maîtresse des horloges. Et donc, on a quoi? Un quart d'heure pour les questions?
Oui. 10 minutes. On a prévu une demi-heure pour la pause café, mais on peut tout à fait prendre 10 minutes pour les questions et on réduira de temps la pause café pour reprendre à 17h avec la troisième table ronde. Voilà. Je vais porter le micro. Hein? Je vais porter le micro. Ah, ok. Ok, donc levez la main ceux qui ont des questions. Il n'y aura pas beaucoup, donc voilà. Bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci beaucoup pour les informations. C'est important sur le temps. J'ai une question ici. On parle de quelqu'un qui est là, peut-être là dans la... Oui, un tout petit peu plus fort. On vous entend mal. Là, vous m'entendez mieux? Mieux, oui. D'accord, moi je n'ai pas trop vite. Donc vous parliez d'un Poutine qui est là peut-être dans la durée, où il y a tout le KGB qui est derrière, qui a cette même idéologie, mais d'un autre côté, c'est une gouvernance qui a l'air assez fragile d'une certaine façon. Parce qu'il a pas osé faire la mobilisation totale. Il fait très attention que le groupe ne descende pas sous le centime, quand le groupe est un peu trop descendu sur le dette avec lui, etc. On a l'impression qu'il y a quand même certains garde-fous qu'il ne doit pas franchir. Et ma question est la suivante, est-ce qu'il n'y a pas un événement plutôt qu'un autre qui peut justement précipiter le pouvoir dans une grosse problématique intérieure, par exemple la reprise de la Crimée par les Ukrainiens? Est-ce que Poutine et son régime survivraient à un nombre de chocs comme ça? Nicolas. Bonne question. D'abord, il n'y a d'assurance sur rien aujourd'hui, bien sûr, c'est quand même la première chose, on n'en sait rien. Le vrai sujet, c'est qu'on serait tenté de dire oui, si la Russie est complètement défaite en Ukraine, que le niveau de vie continue à se détériorer pour la plupart des Russes, que surtout, c'est encore beaucoup plus important, un certain nombre d'oligarques ou des gens haut placés voient effectivement leur fortune s'évanouir et des perspectives de gains disparaître, que nous, du côté occidental, nous sommes plus résolus à saisir aussi tous ces biens à l'étranger, à agir un peu efficacement contre les paradis fiscaux, etc. Donc, pression de plus en plus forte, il pourrait y avoir cette tentation. Mais deux limites à tout ce que je viens de dire. La première, c'est que je ne vois pas aujourd'hui, soyons parfaitement clairs, une révolution qui viendrait de la rue. J'espère me tromper, mais honnêtement, l'idée qu'on ait peuple russe qui descende dans la rue et puis qu'on ait une sorte de révolution qui mette à bas, si vous voulez, Poutine, une sorte, j'allais dire, de Maïdan russe, si vous voulez, honnêtement, je n'y crois pas. Je ne vois pas les conditions réunies, parce que tout simplement la grande majorité du peuple russe, même si vous avez des dissidents extraordinairement courageux, qui se battent, qui sont en prison, qui ont été emprisonnés, qui déposent des fleurs sur les mémoriaux pour honorer la mémoire de Navalny, etc., et régulièrement encore pour l'anniversaire de l'assassinat de Nemtsov, le 27 février 2015, pour honorer la mémoire de Nemtsov, ça représente une petite minorité. Et la plupart ont eu l'esprit complètement lavé par 97 années de soviétisme puis de poutinisme, avec ce sentiment d'apathie. Bon. Est-ce que tout cela pourrait venir malgré tout de toutes ces classes, de toute cette caste d'oligarques, de services de sécurité autour de Poutine? Le vrai problème, c'est qu'en bon chef mafieux, ils jouent les uns contre les autres. Donc si vous avez le groupe A qui vous laisse révolter contre Poutine, le groupe B essayera de l'en dissuader parce qu'ils détestent certes tous Poutine, mais ils détestent plus le groupe A qui ne voudrait surtout pas que le groupe adverse prenne le pouvoir. Hein. C'est une histoire vraiment de clan mafieux. Donc Poutine le sait, joue là-dessus. Et je pense qu'il faudrait vraiment aller extraordinairement loin, et c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment prolonger sur la durée, dans le temps, les sanctions, les renforcer. Ce sera la seule chance. Je ne crois pas, malheureusement, que la défaite russe en Ukraine suffise. Ce sera un élément important, une étape fondamentale, mais ça ne suffira, je le crains, pas. Bon, comme on spécule sur des choses qui ne sont pas arrivées, moi je vais injecter une dose d'optimisme, tout en sachant que j'ai autant de chances de me tromper que de ne pas me tromper.
Au XXe siècle, il y a eu 2 énormes révolutions en Russie qui sont arrivées vraiment du jour au lendemain. En 1917, en 1991. Bon, c'était l'URSS en 91. 91, je crois que personne n'a vu venir. 1917, personne n'a vraiment vu venir. Et la violence qui a suivi non plus. C'est que les Russes subissent, et puis un jour, ils subissent plus. Certes, chaque fois, ce sont les élites qui ont fait que les choses finissent par basculer. Mais c'était les élites plus une partie de la population. Il y a un dicton qui m'a été répété samedi soir encore, c'est que quand il y a un manifestant pour 10 policiers, c'est clair que ce sont les policiers qui gagnent. Quand il y a 1 million de manifestants pour 10 000 policiers, ce sont les manifestants qui gagnent. On est loin des millions de manifestants dans les rues russes, la répression s'intensifie, mais regardons le cas de Navalny. Navalny, ses vidéos sur YouTube étaient regardées par des millions et des millions et des millions de Russes. Tous ces millions de Russes qui ont regardé Navalny sont aujourd'hui en deuil. Enfin, à part ceux qui le regardaient pour le descendre, mais la plupart de ceux qui le regardaient, on peut imaginer, soutenaient son travail. Moi, je ne peux pas m'empêcher de me poser la question, c'est quand est-ce qu'il y en aura assez qui auront le courage d'aller dans la rue, et quand est-ce qu'il y aura un homme en uniforme qui décidera d'aller de l'autre côté, de traverser, de se fondre aux manifestants. Ça pourrait arriver le 17 mars, ça pourrait arriver dans 25 ans, je n'en sais rien. Mais la Russie nous montre qu'il y a toujours dans un coin de rue un signe noir. Le signe noir, c'est cette chose que vous ne pouvez pas imaginer, mais qui changera toute la donne. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est ce signe noir, il doit être là quelque part, mais alors est-ce qu'il va se manifester de notre vivant? Je n'en sais rien. Mais je pense que les prochaines semaines, et surtout le 17 mars, quand Boris Nadezhdin, qui très critiqué, mais qui continue quand même à vouloir essayer de se faire enregistrer, qui a dit, est-ce qu'il est sincère ou pas, qu'il veut essayer de continuer le combat de Navalny? C'est pas grave, Nadezhdin, on s'en fout un petit peu. C'est qu'est-ce que les gens vont voir en lui? Et son appel du 17 mars de venir à midi devant tous les bureaux de vote pour montrer qu'on peut avoir une Russie sans Poutine, est-ce qu'il va y avoir une réponse ou pas? On ne sait pas, mais ce sera intéressant à observer. Donc, moi, je continue à espérer qu'il va se passer quelque chose. Peut-être que je vais continuer pendant 25 ans à espérer qu'il va se passer quelque chose et qu'il ne se passera rien et qu'on ne sera plus là, ou peut-être qu'on sera là dans 6 mois à parler de la nouvelle révolution russe. Je crois que tout est possible. C'est ça qui est extraordinaire avec la Russie, c'est que tout reste possible. Regardez ce qui s'est passé avec Prigojine, on pensait que ça allait changer la donne, on a tout oublié. Mais ça aurait pu basculer si Prigojine n'avait pas décidé d'arrêter. On ne sait pas pourquoi elle a décidé d'arrêter. Est-ce que, comme le général Yakovlev a dit, on a envoyé les oreilles d'un de ses enfants dans une enveloppe? Mais personne ne s'y attendait vraiment à cette marche sur Moscou. Elle a eu lieu. Donc, moi, je reste ouverte à toutes les possibilités. Sans doute cet optimisme sans lequel j'aurais pas pu passer toute ma vie adulte à étudier la Russie sans avoir besoin d'une sérieuse aide psychiatrique. Mais voilà, je continue.